Bonjour à tous. Bienvenue. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Pierre Bertium. Je suis le président-directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins dans la région de Terrebonne et Mascouche. Il me fait plaisir de vous accueillir virtuellement à cette grande conférence annuelle qui traitera des perspectives économiques et financières pour une 13e année consécutive. Cette activité est une présentation de Desjardins Entreprises et de la MRC Les Moulins. Propulsée par notre Chambre de commerce, celle-ci est également réalisée en collaboration avec les chambres de commerce de Lanaudière. En temps de pandémie, nous trouvions important de s'unir pour vous présenter cette conférence économique. J'en profite d'ailleurs pour saluer mes consoeurs et mes confrères qui m'ont grandement aidé dans la promotion de ce bel événement. Je tiens également à souligner le taux de participation record que nous avons aujourd'hui, soit plus de 420 personnes à travers le Québec. Bien évidemment, principalement dans la région de Lanaudière, mais on a des gens d'un peu partout au Québec, autant du Saguenay que Trois-Rivières, de Gatineau. Alors, sans pression aucune pour notre conférencière, mais plus sérieusement, merci d'être présent en si grand nombre avec nous ce matin. Comme vous le savez, les entreprises sont au cœur du dynamisme économique de notre territoire et nous sommes très fiers de chacun de leurs accomplissements. Bien que la situation évolue constamment et que l'avenir semble incertain à bien des niveaux, certaines grandes tendances peuvent être observées et nous donner des indicateurs intéressants pour la santé de notre économie. C'est l'économiste principale chez Desjardins, Mme Joëlle Noro, qui aura le plaisir de vous faire cette présentation aujourd'hui. Celle-ci se poursuivra par une période de questions. D'ailleurs, tout au long de la présentation, nous vous invitons à poser vos questions via le chat clavardage ou bien via le Q&A, questions et réponses, que vous trouverez dans le bas de votre écran. Nous y répondrons à la fin de la présentation, mais sachez que lors de la période de questions, vous pourrez également lever la main et on activera votre micro. L'option vidéo sera également disponible si vous le désirez, question de rendre le tout un peu plus interactif. L'activité devrait prendre fin vers les 9h15 si tout va bien. Alors, nous vous invitons à rester parmi nous jusqu'à la fin car une annonce suivra. Je cède maintenant la parole à M. Guillaume Tremblay, préfet de la MRC Les Moulins et maire de la ville de Mascouche. Monsieur Tremblay, la parole est à vous. Bien, merci beaucoup, Pierre. Écoutez, il y a une quinzaine d'années, dans la communauté d'affaires de la MRC Les Moulins, on avait pris l'habitude de se réunir à Terrebonne sur une base annuelle pour participer à la conférence sur les perspectives économiques. Je profite de l'occasion pour saluer mon collègue de Terrebonne, Marc-André Plante, qui est également préfet suppléant de la MRC Les Moulins. Ce rendez-vous annuel a été d'abord initié par Desjardins et l'ancien organisme, le Centre local de développement économique des Moulins. Il a ensuite été repris par la MRC des Moulins dans le cadre de l'intégration du développement économique et touristique à ses activités. Depuis l'an dernier, ce classique est offert par la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Notre conférencière, Mme Joëlle Noro, en sera ainsi à sa 13e année, à sa 13e prestation. Au fil des ans, elle a été invitée sur d'autres tribunes, notamment dans Lanaudière. Je suis heureux que la CCIM ait pris la formule cette année pour l'adapter à une conférence virtuelle et je remercie les autres chambres de commerce de Lanaudière pour leur participation. Tout comme vous, je souhaite que nous puissions à nouveau nous réunir en présence plutôt qu'en distance et ce, je l'espère, avant la prochaine édition où il nous fera encore grand plaisir de vous recevoir dans notre belle MRC. Je tiens à saluer l'équipe de Desjardins pour son souci de maintenir cette tradition. Cette conférence a fait sa marque, bien sûr, pour son contenu national et international, mais aussi pour la valeur ajoutée que Mme Noro apporte à la conférence avec un volet local et régional. Nous traversons actuellement une période d'incertitude, tout en étant solidaires des entreprises et des travailleurs qui sont victimes de la pandémie. Je suis à même de constater que la communauté d'affaires fait preuve de courage et de résilience. Mascouche et Terrebonne réussissent à prospérer malgré les difficultés. Nous espérons qu'il en soit de même pour l'ensemble de la région de Lanaudière. Nous sommes impatients d'entendre Mme Noro nous entretenir sur les perspectives d'avenir économique de notre belle région. Mais avant toute chose, vous me permettrez de céder la parole à une figure importante de Desjardins dans la région, Pierre-Luc Séguin, qui est directeur du développement des affaires chez Desjardins Entreprises Lanaudière. Je profite de l'occasion pour remercier M. Séguin et l'équipe de Desjardins Entreprises qui contribuent à la vitalité économique de nos entreprises et de notre région.
D'ailleurs, la MRC des Moulins a le privilège d'accueillir sur son territoire les nouveaux bureaux de Desjardins Entreprises, plus précisément dans notre Centroparc. La parole est à vous, Pierre-Luc. Merci beaucoup, Guillaume. C'est très gentil. Donc, bonjour à tous et merci pour votre présence ce matin. Comme vous le savez, Desjardins est fier partenaire des chambres de commerce des MRC de la région de la Naudière. Donc, permettez-moi d'utiliser la tribune de ce matin pour vous présenter notre organisation brièvement. Desjardins Entreprises en Naudière, en fait, c'est 40 directeurs de compte dédiés à la région. Donc, nous avons des experts dans tous les marchés, que ce soit le marché immobilier, commercial de tout genre, entreprises manufacturières et bien sûr le secteur agricole. Dans la Naudière uniquement, c'est près de 6 milliards de dollars d'actifs que nous avons sous gestion. Comme Guillaume le disait, même nos nouveaux bureaux de Centroparc et aussi de Notre-Dame-des-Prairies, car et oui, nous avons eu la bonne idée d'aménager 2 places d'affaires en plein COVID. Nous avons aussi une équipe d'experts dédiée au transfert d'entreprise et l'équipe de services signature Desjardins qui s'occupe des besoins personnels, donc la gestion du patrimoine de nos membres entrepreneurs. Avant de conclure, je veux mentionner que nous sommes extrêmement fiers d'avoir été un leader pour venir en support à nos entreprises en pleine crise du COVID. En effet, c'est plus de 225 millions de prêts de 40 000 que nous avons déboursés pour nos membres dans la Naudière. Ça en touche environ 5 000. Et nous avons mis plus de 1,3 milliard de prêts en moratoire pour permettre à nos entrepreneurs de souffler un peu. Finalement, à travers le foncier des jardins, c'est plus de 300 000 que nous avons attribués en subventions non remboursables pour supporter des initiatives de nos entrepreneurs lanaudois. Plus que jamais, les valeurs de Desjardins ressortent pendant cette crise et nous en sommes très fiers. Ce matin, nous sommes très heureux de vous présenter notre collègue qui aura, j'en suis convaincu, plusieurs informations intéressantes à vous partager considérant le contexte actuel. Madame Noreau œuvre au Mouvement Desjardins à titre d'économiste principale depuis une vingtaine d'années. Elle est la rédactrice de la revue économique Perspective, publiée mensuellement. Elle est aussi responsable des études sectorielles et de l'analyse du marché du travail québécois. Elle effectue des recherches, rédige et fait des conférences sur des sujets touchant notamment l'économie québécoise, la structure industrielle, le marché du travail, l'économie régionale, les matières premières, les relations commerciales et l'agriculture. Madame Noreau, merci d'être avec nous ce matin. La parole est à vous. Alors, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Merci de m'inviter chez vous ce matin, que ce soit dans vos domiciles ou encore dans vos entreprises. Et moi, je suis là ce matin pour vous présenter les perspectives et en fait faire un peu le point d'une certaine manière sur la situation actuelle et quelles sont les attentes qu'on peut avoir par rapport à 2021. Alors, on va se mettre en mode parfait. Donc, en mode de présentation, on y va. Il y a un plan. Donc, l'économie mondiale, en fait, on va toucher à peu près 6 sujets. Donc, on commence avec l'économie mondiale où on va voir qu'il y a une remontée qui est attendue en 2021, mais une remontée qui sera inégale, dépendant où on se situe sur la planète, on s'en doute bien. Aux États-Unis, on voit que l'économie se relève et qu'au cours de 2021, on va avoir une accélération de cette croissance-là. Au Canada, on va avoir un début d'année plus difficile, puis on verra pourquoi, mais une relance par la suite. Du côté du Québec, on va avoir une tendance très similaire à celle du Canada. Dans la Naudière, la région semble quand même avoir réussi à tirer son épingle du jeu. Si on regarde maintenant, on va aller voir ensuite du côté des entreprises plus spécifiquement, compte tenu du fait qu'on a un auditoire d'entrepreneurs principalement. Donc, les entreprises sont en mode solution si elles veulent demeurer en affaires. Et ensuite, on va faire un peu, je dirais, une espèce de résumé que j'ai appelé « Contexte général en 2021 ». Donc, si on commence avec les économies mondiales et l'économie américaine brièvement, je n'ai pas l'intention de faire un parcours, disons, que je qualifierais d'exhaustif de tout ce qui se passe, mais seulement poser quelques jalons pour qu'on puisse voir un peu quels sont les éléments marquants et quels sont ceux qui pourraient avoir une répercussion éventuelle de ce côté-ci de la frontière et particulièrement dans la Naudière. Donc, si on fait une vue d'ensemble, on voit que actuellement, le contexte sanitaire, et là, il y a des mots que je vais dire très souvent, c'est-à-dire pandémie et COVID, on s'en doute bien, parce que tout le contexte économique est teinté de la présence de cette pandémie-là. Par ailleurs, ce que je vous amène aujourd'hui comme réflexion et comme hypothèse de travail pour l'année 2021 sont, comment dire, conditionnels à ce qu'on sait actuellement. L'an dernier, on a été pris par surprise. Cette année, on sait dans quel contexte on vit, mais on n'est pas à l'abri de surprises non plus. Donc, la présentation est faite à la lumière de l'information dont on dispose aujourd'hui. Par ailleurs,
Ce que j'amène aujourd'hui, ce sont des éléments d'information. Vous aurez sans doute des questions à la fin. Ce que je dis habituellement, c'est qu'un économiste, ce n'est pas un gourou. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Cependant, si vos questions sont plus pointues, si je ne suis pas en mesure de répondre, je prendrai la question envers moi et je vous retournerai une réponse plus détaillée en fonction des compétences de mes collègues qui sont chacun dans leur discipline respective des gens qui ont une vision beaucoup plus pointue de certains sujets. Donc, la situation sanitaire continue d'être préoccupante et on voit que des mesures de confinement sévères ont été imposées une fois de plus, parce qu'on en a eu au printemps dernier, mais avec la seconde vague, on se rend compte qu'il y a des mesures sévères encore qui sont imposées et qui vont amener un certain ralentissement de l'économie, qu'on le veuille ou non. Donc, malgré ça, les marchés financiers demeurent somme toute optimistes. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que, bon, on voit que du côté de la Chine, on a redémarré. On voit aussi que, bon, les prix du pétrole semblent vouloir redémarrer quelque peu. En fait, avec l'arrivée des vaccins aussi, ça a été très, très encourageant. On a vu qu'il y avait à quelque part une sortie là, de cette espèce de tunnel dans lequel on était enfermé. Donc, il y a de l'espoir. Et on pressent que pour 2021, il y aura une meilleure année au plan économique pour l'ensemble de l'économie mondiale, mais aussi qu'on va redémarrer les chaînes d'approvisionnement, etc. Donc, il y a quand même des choses là qui sont, positives, qui font en sorte que les marchés sont relativement enthousiastes. Et on a vu aussi le prix des matières premières recommencer à monter. J'évoquais tout à l'heure le pétrole. Donc, on est dans ce contexte-là. Malgré tout ça, l'incertitude demeure quand même très grande. Contrôle de la pandémie n'est pas complet. La distribution des vaccins et la vitesse à laquelle on pourra les produire et les donner vont faire toute la différence dans la vitesse à laquelle l'économie mondiale va pouvoir reprendre. Si on regarde maintenant du côté des économies européennes, on s'est rendu compte, ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est sur le fait que là où le bas blesse principalement actuellement, c'est au niveau des services. Et ça, on peut l'observer ici. On voit que du côté de la construction, à tout le moins pour le deuxième confinement, on n'a pas arrêté les chantiers de construction. Le secteur manufacturier a moins de restrictions qu'il en avait lors de la première vague. Et on voit qu'un peu partout dans le monde, ce sont les mêmes contraintes qu'on a. C'est surtout le secteur des services qui écope. Si on regarde maintenant du côté de la Chine que j'évoquais tout à l'heure, le PIB réel chinois, le PIB, c'est dans le fond, c'est la valeur de ce que produit une économie en biens ou en services là, dans une année. Donc, on voit qu'après une baisse au premier trimestre, et eux, ils n'ont même pas, en fait, ils ont diminué la cadence. Ils n'ont même pas été dans le négatif. Donc, au premier trimestre de l'an dernier, lorsque l'épidémie a commencé, eux, ils ont repris du terrain à un point tel qu'ils sont à un niveau plus élevé que le niveau pré-pandémie. Il faut dire deux choses. D'une part, en Chine, on a aussi une culture, je dirais, au niveau politique, qui n'est pas la même. Donc, on est capable d'imposer des confinements de façon plus stricte. Par ailleurs, il faut voir qu'à partir du moment où toute la planète, ou à peu près, s'est mis à avoir des besoins très, très importants en matière de protection, que ce soit des masques, que ce soit des blouses, que ce soit des gants, que ce soit des respirateurs, la Chine, qui avait déjà réussi à contenir un peu la pandémie, est devenue un fournisseur très important en attendant que dans des entreprises locales un peu partout dans le monde prennent le relais sur ces aspects-là. Donc, c'est clair qu'en étant le manufacturier du monde, on a aidé aussi la Chine en commandant énormément de biens de leur part à repartir aussi. Si on regarde maintenant du côté des États-Unis. Du côté des États-Unis, à l'heure actuelle, on a des signaux mixtes. On a eu un gros signal, par contre, plus récemment avec l'élection de Joe Biden. Mais à travers ça, si on regarde les signaux plus économiques, il y a des nouvelles qui laissent perplexes. Il y a une nouvelle baisse des ventes au détail en décembre dernier. Donc, on voit qu'au niveau de la consommation, et ça, c'est très important, la consommation aux États-Unis, parce que 70% de l'économie américaine repose sur les dépenses des consommateurs, alors que c'est 60% de ce côté-ci de la frontière. Donc, on voit que c'est fondamental. On voit qu'il y a un ralentissement de ce côté-là. Il y a une forte demande aussi, des demandes d'assurance chômage aux États-Unis là, depuis quelques semaines. Et ça aussi, c'est préoccupant.
il y a aussi le fait qu'on voit une légère diminution de la confiance des consommateurs américains. Quoi qu'on s'attend à ce qu'il y ait une remontée au fur et à mesure où on va se mettre à vacciner davantage. D'ailleurs, du côté américain, on tient un rythme de 1 million de vaccinations par jour. Donc, si on est en mesure de maintenir ce rythme-là, on sera en mesure aussi d'avoir une appréciation puis une accélération de l'économie au cours des trimestres qui viennent. En parallèle de ces nouvelles-là qui sont plus mitigées, on a quand même une hausse du côté du manufacturier. Dans la fabrication, on voit que nos indices PMI sont à la hausse. On voit aussi que le nouveau plan d'aide dont on a parlé plus récemment de 1900 milliards de dollars américains, donc qui n'est pas encore voté, on s'entend, mais qui a été annoncé, amène un souffle positif là, du côté de l'économie américaine, puis un peu plus d'enthousiasme. Donc, on s'attend que de ce côté-là, il y a des choses qui débloquent. Et dans le fond, ce qu'on voit à travers toutes ces nouvelles-là, c'est que du côté américain, les contraintes ou les mesures de confinement ne sont pas du même ordre que celles qu'on peut rencontrer soit en Europe ou ici, et qu'au premier trimestre, eux, ils n'auront pas un trimestre négatif. Ils n'auront pas, un recul de l'économie. L'économie va croître moins rapidement, on s'entend, qu'à la dernière moitié de l'année passée, mais il n'y aura pas de recul, ce ne sera pas dans le négatif. Si on regarde maintenant du côté du marché du travail, ce qu'on constate, c'est que ça a été une année désastreuse. Si on compare décembre 2019 avec décembre 2020, on se rend compte qu'il y a encore 9,4 millions d'emplois qui sont disparus. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens qui sont touchés. Donc, ça a vraiment été une année là, désastreuse du côté du marché du travail. Si on regarde maintenant, on essaie de ramasser l'essentiel de ce qu'on sait du côté des Américains. On sait que le marché de l'habitation roule à très forte vitesse. Par contre, ils ont un bilan très lourd pour la COVID-19. Je vous dirais, jeudi dernier, là, on était à 406 000 décès, alors que j'ai regardé hier soir, on était à 430 000 décès. C'est énorme. En fait, si on voulait comparer ça, donner une mesure plus concrète, on verrait que si on, disons, à 406 000, c'est l'équivalent de villes comme Cleveland, la Nouvelle-Orléans, c'est énorme. Près de 100 000 personnes de villes qu'on connaît plus parce que ce sont des villes de sport, 100 000 personnes de plus qu'à Saint-Paul, à Cincinnati, Saint-Louis, Pittsburgh. Donc, c'est vraiment très important comme perte de vie. Et ça touche énormément de familles aussi. Donc, comme je l'évoquais tantôt, l'annonce d'un plan d'urgence de 1 900 milliards à la mi-janvier par le président, ça fait suite déjà à un plan de 900 milliards qui avait été accepté par le Congrès en décembre. On parle de 935 000. Et un support de 3 000 milliards là, qui avait été accordé dès le mois de mars 2020. Donc, il y a quand même beaucoup d'argent dans le système. Les perspectives de croissance pour 2021, en fait, c'est autour de 4,6 %, puis un peu moins vite parce que là, on va être comme en rebond. En 2022, on sera autour de 3,7 %, alors que le recul pour l'ensemble de l'année 2020 était à 3,4 %. Donc, on sait aussi que d'autres mesures pourraient être adoptées dans les prochains mois. On pense entre autres à un plan d'infrastructure du côté des Américains. Donc, un plan d'infrastructure qui serait sur une longue période, qui permettrait de mettre des gens au travail, qui permettrait aussi de solliciter toutes les usines qui sont associées de près ou de loin à la construction d'infrastructures. On peut penser aux cimenteries, on peut penser aux structures métalliques, au bois, etc. Il faut voir aussi qu'à travers ça, on continue d'avoir un biais qui est très protectionniste. Donc, il faudra voir comment le Canada peut tirer son épingle du jeu à l'intérieur de ça. Si on regarde maintenant du côté du Canada, on voit que du côté du Canada, la seconde vague frappe plus durement que la première. Si on regarde ici, on a pour certaines provinces des nouveaux cas quotidiens là, de COVID-19, c'est des moyennes mobiles là, sur 7 jours. C'est le nombre de cas par million d'habitants. On se rend compte que ça demeure encore très préoccupant, même si on est en train de prendre tout le moins le contrôle dans certaines provinces. Il reste quand même que ça demeure extrêmement élevé et que la pression est très grande sur le système de santé. On voit aussi du côté du marché du travail, ici, ce que vous avez, ce sont les bâtonnets, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? C'est le taux de chômage, pardon. Le taux de chômage, si on compare entre décembre 2019 et décembre 2020, on voit qu'il y a eu une appréciation importante. Cependant, vous avez là toutes les provinces et ce qu'on constate,
c'est que le Québec, à travers tout ça, demeure malgré tout, en décembre dernier, la province où le taux de chômage était le plus bas au Canada. Donc, c'est quand même pas un détail. On peut penser que ça va extrêmement mal, mais si on se compare, on voit bien que, somme toute, la situation semble quand même moins préoccupante à tout le moins du côté du marché du travail. On a eu aussi au cours, en fait, des mois de mars et au mois d'avril, des pertes d'emploi importantes au Canada. On a eu une croissance de l'emploi pour chacun des mois qui ont suivi, sauf en décembre dernier. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà commencé, notamment au Québec et en Ontario, à imposer des limites et des contraintes là, plus importantes, des contraintes sanitaires. Donc, ce qui a fait en sorte qu'on a observé un recul de l'emploi au Canada. Et c'est de toute évidence ce qu'on va observer aussi pour au moins le mois de janvier, peut-être le mois de février, pour ensuite repartir à la hausse, une fois que les mesures seront un peu desserrées. Si on regarde maintenant, du côté de l'habitation, ça a été assez trépidant, mais pour le centre du pays. Et on voit que si on regarde le nombre des mises en chantier, il y a eu quand même un boom important là, du côté de l'Ontario et du Québec, même du Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan aussi. Mais il reste qu'au Québec, on a quand même une croissance des mises en chantier pour l'ensemble du Québec de 13,2 ce qui est quand même pas rien. Et ça, c'est intéressant du point de vue des entrepreneurs, mais du point de vue des matériaux également. Si on regarde maintenant du côté de ce que vont faire les grandes banques centrales. Est-ce que les taux vont monter ou pas? Donc, ce à quoi on s'attend. Si on regarde brièvement du côté américain, la Réserve fédérale, elle reste déterminée à utiliser là, tous les outils qui sont dans son coffre à outils pour soutenir l'économie américaine. Par ailleurs, ces dirigeants aussi sont quand même assez, je dirais, assez clairs à l'effet que les taux directeurs pourraient demeurer changés sur une très longue période. Donc, ce qui veut dire des taux bas pendant encore très longtemps. On évoque même la fin de 2023. Donc, ça laisse le temps de venir, comme on dit, de voir venir. Si on regarde maintenant du côté de l'économie canadienne et de la Banque du Canada, les nouvelles mesures sont, disons, de confinement sont assez sévères, mais la Banque du Canada, dans ce contexte-là, n'envisage pas de remonter les taux à brève échéance. Donc, on devrait demeurer avec des taux relativement bas et au niveau où ils sont là, les taux directeurs, vraiment, on a ce qu'on devrait observer, c'est un statu quo pour une assez longue période. Si on regarde maintenant du côté du dollar canadien et du pétrole, ici, ce sont des échelles inversées. Mais si vous voyez, après la barre pointillée là, de 2021, si vous voyez, dans le fond, descendre, ça veut dire qu'il y a une appréciation. On s'attend à ce qu'il y ait une appréciation du dollar canadien puis une appréciation des prix du pétrole. Si on veut comparer, si on veut donner quelques chiffres, on veut voir que du côté du pétrole, l'an dernier, là, les prix, le WTI, là, le West Texas Intermediate, était aux alentours de 37-38 $. Pour cette année, on serait plus près de 48 et on s'attend à ce qu'on monte éventuellement au cours de l'année 2022, plus près de 55 ou 58. Si on regarde maintenant du côté dollar canadien, l'an dernier, on a eu en moyenne, je dis bien en moyenne, autour de 75 sous américains. Pour cette année, on pourrait aller aux alentours de 79 sous. Donc, il faut voir là, il y a une légère appréciation. Il n'est pas impossible hein, qu'au cours des prochaines semaines, on monte au-delà du 80 sous. On s'attend à ce que le dollar américain, au fur et à mesure où l'économie mondiale va reprendre du tonus, donc que le dollar américain serve moins de valeur refuge, conséquemment recule un peu et toutes les monnaies qui lui sont endossées, dont le dollar canadien, pourraient augmenter à ce moment-là dans ce cadre-là. Si on regarde maintenant du côté du Québec. Du côté du Québec, je vous disais tout à l'heure, très forte croissance du niveau des mises en chantier, donc des gens quand même au travail. On voit aussi que du côté du taux de chômage, on a vu quand même que le Québec avait le taux de chômage le plus bas en décembre dernier à travers le Canada. Donc, et ce qu'on constate aussi, c'est si on essaie de comparer le niveau de l'emploi du mois de décembre dernier versus au mois de février, avant qu'on soit en pandémie, on constate que le Québec a le taux, disons, de recouvrement le niveau le plus élevé par rapport au Canada et aux États-Unis. Donc, on est là au-dessus de 97 %. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas souffrant pour les personnes qui n'ont pas retrouvé leur travail. Ça évacue pas ça du tout. Et l'idée est de voir que le Québec, somme toute, s'en sort, malgré tout ce qu'on peut penser, relativement bien.
surtout dans la mesure où on se compare. Si on regarde maintenant du côté des finances des personnes, le taux d'endettement, bien, ce qu'on a observé, c'est que malgré le fait qu'il y avait des gens qui étaient sans travail ou la situation du télétravail a permis même à certaines personnes de diminuer passablement leurs dépenses associées au déplacement et au fait de manger à l'extérieur, etc. Ce qu'on a constaté, puis si on ajoute à ça aussi l'aide qui a été fournie par les différents gouvernements pour aider les personnes, c'est qu'on a vu, tant au Canada qu'au Québec, qu'il y avait graduellement une augmentation des dépôts et une baisse aussi du côté des dettes, du côté des cartes de crédit. Donc, les gens en ont profité durant cette période-là pour assainir un peu leur bilan. Si on regarde maintenant du côté des entreprises, on pourrait penser que l'insolvabilité, en fait, qu'on voit énormément de faillites. À ce jour, je vous dirais que ce qu'on observe, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais on sait que c'est souvent un problème d'usure, dans le sens où, avec le temps, les conditions difficiles qu'on pouvait supporter sur une courte période ne sont plus supportables à long terme. Donc, il est très possible qu'au cours des mois qui viennent, on voit apparaître maintenant, je dirais, un nombre croissant là, de faillites au niveau des entreprises, compte tenu du fait qu'elles ont pu tenir le coup un certain temps, mais qu'elles n'ont pas pu le faire là, dans une période de, je dirais, là, plus longue, qui ne sont pas en mesure finalement de supporter la période actuelle. Si on regarde maintenant du côté du marché de l'habitation, donc, on a vraiment défié la pandémie, là, qu'on pense aux mises en chantier, aux ventes de propriétés ou au prix des propriétés. Donc, du côté de 2020, on a vu une appréciation vraiment importante à ce chapitre-là. Et ça couvre en fait toute l'année, là. On a les données pour tout le Québec. Vous allez voir tout à l'heure, on va arriver dans la MRC. On n'a pas encore le bilan pour toute l'année pour chacune des MRC. Donc, on va être obligé de faire une comparaison du troisième trimestre de 2019 au troisième trimestre de 2020. Donc, mais on voit là que ça a été extrêmement trépidant. Et qui dit vente de propriété importante, dit aussi marché de la rénovation qui va être très actif dans les 2 à 3 prochaines années parce qu'on sait que c'est dans les 2-3 années qui suivent l'acquisition d'une résidence que les principaux changements sont apportés par les nouveaux propriétaires pour adapter la maison à leurs besoins. Donc, ce sont des nouvelles intéressantes, peu importe où on se situe au Québec, on sait qu'il y a eu de la revente très forte partout. Donc, c'est au niveau de la rénovation des nouvelles positives. Si on regarde la façon dont on voit que va se développer, dans le fond, l'année qui vient, bien, vous avez le graphique vous présente là. Avant la ligne pointillée, on voit que, bon, au premier trimestre de l'année dernière, 2021, et deuxième trimestre, ça a été, surtout deuxième trimestre, très difficile. On est remonté. On s'attend pour le début de cette année à une diminution du fameux PIB là, pour le premier trimestre, compte tenu des mesures qui sont appliquées là, à l'économie. C'est sûr que vous voyez que la courbe descend moins bas. Les mesures sont moins sévères en ce qui a trait aux entreprises parce qu'on n'a pas fermé les chantiers de construction. Le secteur manufacturier peut continuer d'œuvrer. Cependant, c'est sûr que pour le commerce de détail, il y a une légère ouverture pour la prise de commande et les gens qui peuvent aller chercher sur place. Il reste quand même que pour un bon nombre de commerces de détail, ça demeure difficile. La restauration, tout ce qu'on appelle les arts de la scène aussi. Mais je dirais, la baisse, le recul de l'économie va être moins profond que ce qu'on a observé au cours du printemps dernier. Et on s'attend à ce que le reste des 3 trimestres qui vont suivre, qu'on ait un rebond intéressant pour l'année qui vient. Si on regarde maintenant de plus près du côté de la Nodière. Donc, du côté de la Nodière, la croissance économique, on s'attend à ce qu'elle rebondisse en 2021. Et ce que vous voyez, dans le fond, sur le graphique qui est là, ce qui est dans la Nodière, c'est le vert pomme. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, à quelque part, comment dire, on n'a pas encore le bulletin formel même pour l'année 2019. Alors, attendez, pour 2020, on n'a pas encore, comment dire, le verdict. Mais ce qu'on sait, c'est que, compte tenu de tout ce qui a été difficile au cours de l'année, toutes les régions du Québec sont appelées à connaître une diminution pour l'année de 2020 et que le premier trimestre de cette année sera difficile aussi. Donc, c'est un peu comme ça qu'on envisage ça. Par contre, pour 2021, on s'attend, somme toute, même avec un premier trimestre qui est difficile, à ce que le rebond soit important dans les trimestres qui vont suivre, assez pour avoir une croissance en 2021 qui sera très comparable là, pour la région de la Nodière, à tout le moins, à celle
du Québec. Et si on voit aussi que la région de Montréal la RMR de Montréal ait une croissance un peu plus élevée, c'est en raison des nombreux travaux qui sont en cours dans la région. Si on regarde maintenant, entre autres, on peut penser au REM. Si on regarde maintenant la démographie, puis pour les gens qui suivent la conférence depuis des années, vous allez me dire, elle va encore nous parler de démographie. Oui, la madame, elle va encore vous parler de la démographie dans la mesure où c'est un moteur tellement important dans la région, en fait, on ne peut pas passer à côté. Parce que la région a un secteur manufacturier important, a un secteur tertiaire important, mais le tertiaire de la région est principalement orienté vers le service aux consommateurs. Donc, on peut penser à une région comme Montréal qui a un secteur tertiaire important, mais ils ont des sièges sociaux, ils ont beaucoup de choses qui font en sorte que la portion de l'économie des services qui va aux consommateurs est moins importante dans une région comme celle-là que dans notre région, dans celle de la Naudière. Donc, l'accroissement démographique de la région va quand même rester plus rapide qu'au Québec si on regarde les projections jusqu'en 2041. Donc, c'est les projections de l'Institut de la statistique du Québec. Donc, on voit que ça va demeurer un bon moteur pour les entreprises d'ici aussi. Si on regarde maintenant comment on fait le bilan pour l'année 2020, à ce chapitre-là, on a quand même des prévisions qui sont assez fiables, qui viennent de l'Institut de la statistique du Québec. Ils ont des démographes. Et ce qu'on constate, c'est qu'en pourcentage, la croissance de la population dans la région de la Naudière a été la deuxième plus rapide au Québec pour l'année qui vient de s'écouler. On parle d'un taux entre 1,5 et 2 %. La région n'est devancée que par la région de Laurentides et on voit que c'est passablement plus élevé que l'ensemble du Québec. Si on regarde maintenant la démographie du côté des gens qui viennent rester dans la région, parce que ce qu'on voit, c'est que la croissance de population se fait, oui, parce qu'il y a un peu plus de naissances que de décès, mais l'apport le plus important vient des gens qui viennent de d'autres régions. Et on constate qu'au cours de l'année 2020, ça a été une croissance très importante. Si on regarde entre 2020 finalement, et 2019 et 2020, on a une croissance de plus de 6 000 personnes qui venaient entre autres de la région de Montréal, alors que 5 ans plus tôt, c'était 2 fois moins, même un peu moins que 2 fois moins. Donc, on voit que la région continue d'exercer un attrait très important. Des gens qui viennent aussi dans la région sont aussi des gens de Laval, mais un peu de la Montérégie, mais essentiellement, ce sont des gens là, de la région de Montréal et des gens de Laval. Donc, si on regarde là où on perd principalement, ce sont des gens du côté qui vont du côté des Laurentides ou encore de la Mauricie. Si on regarde du côté, je dirais, par MRC, donc on voit que si on met, disons, pour 100 personnes qui sont résidentes dans chacune des MRC en 2016 et qu'on fait une projection avec les données de l'Institut de la statistique du Québec jusqu'en 2026, ce qu'on constate, c'est que chacune des MRC de la région va connaître une croissance de sa population, ce qui n'est pas le cas à la grandeur du Québec. Il y a beaucoup de régions du Québec dans lesquelles on retrouve des MRC qui ne connaîtront pas de croissance et même un déclin. Donc, c'est quand même, je ne dis pas que c'est réparti également partout dans chacune des MRC de la région, mais il reste quand même qu'on a une croissance qui est non négligeable un peu partout. La MRC de Montcalm étant la première en termes de croissance, suivie par celle des Moulins. Si on regarde maintenant, si on veut faire une espèce de condensé de ce que je vous ai dit, du côté de l'accroissement démographique, on va voir que la Naudière va rester parmi les plus élevés en termes de croissance de population. Donc, la Naudière se classe parmi les 5 régions du Québec où la croissance de population sera la plus vigoureuse entre 2021 et 2026. Donc, c'est des années qui viennent, on est déjà en 2021. Et la hausse pourrait être plus forte aussi avec l'arrivée de gens de l'extérieur. On peut se demander si le télétravail n'accélérera pas cette tendance-là. Parce qu'il est question de modèles hybrides de travail maintenant de plus en plus. Donc, contrairement à d'autres régions, comme je disais tout à l'heure, toutes les MRC de la Naudière vont connaître une croissance sur cette période-là. La hausse de la population va être essentiellement soutenue par les gens qui viennent de d'autres régions. Parce qu'on s'attend à ce que l'accroissement naturel, qu'on appelle, qui est les naissances moins les décès, soit négatif à compter de 2029.
Ça, c'est à la lumière des informations dont on dispose aujourd'hui, selon les scénarios qu'a préparé l'Institut de la statistique du Québec. Donc, l'importance de séduire les gens des autres régions, c'est pas négligeable. Si on regarde du côté du marché du travail, donc on regarde ici l'emploi, on voit qu'en dépit du fait que l'année 2020 a été difficile, dans la région de Lanaudière, on a quand même connu une croissance de l'emploi de l'ordre d'à peu près 5 000 personnes. C'est quand même pas rien, 5 000 emplois supplémentaires dans une période de pandémie, alors que pour l'ensemble du Québec, on a perdu environ 200 000 emplois. Ce n'est pas un détail. Et on pressent que pour l'an prochain, on va avoir une croissance de l'emploi qui sera légèrement supérieure, autour de 7 000 ou 8 000 emplois, compte tenu du fait qu'il y a des nouveaux arrivants et des nouveaux services aussi qui sont nécessaires pour répondre aux besoins qui sont grandissants, parce qu'une population est en croissance. Si on regarde maintenant du côté du taux de chômage, après une hausse cette année, on s'attend à ce que le taux de chômage continue, en fait, qui était déjà sur une pente descendante. Donc, on reprenne cette pente-là descendante pour 2021-2022, compte tenu du fait qu'on a une population, comme je disais tout à l'heure, qui est en croissance, mais malgré le fait que la population soit en croissance, on n'échappe pas à la démographie d'ensemble du Québec, qui est une population qui vieillit. Donc, des gens qui se retirent du marché du travail et des gens qui doivent devenir les remplacer. Par ailleurs, dans la région, on a ce qu'on appelle un taux des travailleurs. Donc, c'est les gens entre 25 et 64 ans. Leur principale source de revenus, ce n'est pas des rentes ou quoi que ce soit d'autre, ce sont des salaires et des revenus d'entreprise. Donc, la part de ces gens-là a tendance à augmenter, c'est ce qu'on appelle le taux des travailleurs. Donc, les gens continuent probablement de travailler un peu plus longtemps qu'ils ne le faisaient. Disons, les prises de retraite se font un peu plus tard maintenant. Mais dans toutes les MRC de la région, si on compare l'année 2019 avec l'année 2014, on a vu qu'il y avait une croissance dans toutes les MRC du taux des travailleurs. Donc, il y a quand même beaucoup de gens au travail, beaucoup de gens, comme je le dis souvent, qui ont besoin de solutions aussi en termes de repas et de services qui accompagnent le fait de personnes qui travaillent à temps plein. Si on regarde maintenant, par contre, la part de la population en âge de travailler, donc les 15 à 64 ans, comme je disais tout à l'heure, une population qui vieillit, va faire en sorte que dans le total de la population, la part des 15-64 ans va être appelée à diminuer graduellement au fil du temps. Si on regarde maintenant comment ça peut se traduire plus concrètement, on va faire un petit voyage dans le temps jusqu'en 2002. Si on regarde la catégorie de gens qui sont susceptibles de quitter le marché du travail, soit les 55 à 64 ans, pour 100 personnes en 2002 de 55 à 64 ans qui quittaient le marché du travail, on en avait 101 qui étaient âgés entre 20 et 29 ans, qui sont habituellement les gens qui entrent sur le marché du travail. Donc, on avait à quelque part, on était capable de compenser les départs. 2019, on met une prévision parce qu'on n'a pas encore le chiffre formel. Donc, pour 100 personnes de 55 et 64 ans susceptibles de partir du marché du travail, on en avait 71 entre 20 et 29 ans pour les remplacer. Et l'an prochain, 2022, on s'attend que pour encore les 100 personnes de 55 à 64 ans qui quitteraient le marché du travail, il y en aurait 68 de 20 à 29 ans pour les remplacer. Ça veut dire ça que si on garde le même niveau d'emploi, il faut trouver, en fait, des façons de travailler différemment, garder possiblement les gens au travail plus longtemps pour être capable de fournir, en fait, les services et de produire les biens qu'on produit dans la région. Donc, il y a un défi de main-d'œuvre qui demeure important ici comme ailleurs au Québec. Cette question-là de l'emploi demeure préoccupante et du vieillissement de la main-d'œuvre également. Avec la pandémie, on a pu voir que certaines entreprises se sont équipées différemment, notamment en raison, entre autres, des normes sanitaires qui ont fait en sorte qu'on pouvait avoir moins d'employés sur les planchers de production. Donc, on a automatisé à certains égards, on a changé les façons de faire, mais ce qui fait en sorte qu'on a moins besoin de personnes, mais il reste que ce n'est pas un phénomène qu'on a observé à la grandeur du Québec et dans toutes les usines.
Le marché immobilier a été dynamique. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, alors que tout à l'heure, pour le Canada et pour le Québec, on pouvait faire une comparaison sur toute l'année 2020, là, on a troisième trimestre de 2019 jusqu'au troisième trimestre de 2020. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des transactions totales, tant dans la Nodière que du côté du Québec, on a eu une croissance absolument incroyable. Si on regarde du côté du prix de vente médian des maisons unifamiliales, il y a une appréciation vraiment aussi extrêmement importante, ce qui, comment dire, traduit aussi à quel point le marché de la revente est serré quand on voit augmenter à ce point le coût des propriétés, le prix de vente. Ça veut dire aussi, d'une part, quand le prix de vente augmente à ce point, ça peut être un incitatif également pour aller vers la construction neuve. Parce qu'il y a aussi une offre qui est limitée et les gens qui ont voulu vendre l'ont fait. Tout le monde n'est pas nécessairement prêt à vendre sa maison, même si les prix augmentent. Parce qu'il faut que les gens retrouvent à se loger et si leur domicile actuel répond à leurs besoins, bien à ce moment-là, on reste avec ce qu'on a. Donc, il y a un marché qui est extrêmement serré. Si on regarde par municipalité, on voit que les transactions ont bondi. Partout, en fait, là, on a été chercher une municipalité à tout le moins pour chacune des MRC. Et vous voyez là qu'il y a quand même une croissance là, non négligeable, tant du côté des transactions totales que du côté des prix. Donc, on va venir du côté des prix, mais vous voyez bien qu'il y en a eu pour tout le monde. Donc, même des municipalités, peut-être qui auraient été moins fréquentées dans le passé, on voit qu'il y a un engouement important et ce n'est pas nécessairement seulement le fait du télétravail. Les taux les taux hypothécaires sont très bas. Les gens, pour un certain nombre aussi, avec les conditions qui leur ont été proposées au cours de la dernière année, certains qui n'ont pas été en voyage où il y avait des sommes ont peut-être décidé de soit s'agrandir ou encore aller chercher un domicile qui correspondait davantage à leurs besoins. Donc, il y a quand même beaucoup de conditions qui sont accommodantes pour la revente et pour les mises en chantier. On voit du côté de la progression des prix de vente aussi, il y a quand même là une appréciation là, qui est non négligeable, que je disais tout à l'heure. À partir du moment où les prix montent quand même au-delà là, des 10 ça devient intéressant pour certaines personnes d'aller davantage vers le neuf que du côté des maisons déjà existantes. Si on regarde du côté là, économique, on essaie de faire une espèce de condensé. La croissance économique va rebondir en 2021 et on va voir que l'emploi va être en légère progression là, en 2021, alors qu'on est privilégié d'avoir une croissance de l'emploi dans la région au cours de 2020. Et le taux de chômage, lui, va diminuer. Les investissements, on n'a pas encore le bilan pour 2020, mais selon les projections de l'Institut de la statistique du Québec, on aurait eu une croissance de 8,5 %, ce qui est énorme. Et on voit que beaucoup d'entreprises ont quand même des intentions d'investissement malgré tout ce qu'on peut penser. Compte tenu de la morosité ambiante, effectivement, ça vient teinter beaucoup notre façon de voir les choses. Il faut dire que du côté du marché de la construction, il y a eu 3 années de hausse consécutive et si on fait le bilan troisième trimestre à troisième trimestre, et peut-être que le quatrième trimestre va venir changer le bilan, on va l'avoir seulement à la fin de cette semaine. Et je vous dirais, on n'est pas en mesure de soudoyer les émetteurs de données pour avoir les données en avance sur tout le monde. Donc, on a troisième trimestre versus troisième trimestre. On observait une légère baisse des mises en chantier dans la région. Il faut dire qu'en 2017, on avait eu une croissance de plus de 60 % et qu'il faut absorber ce qu'il y a là. Mais on ne s'attend pas à une explosion des mises en chantier pour l'année qui vient. Les transactions sur le marché de la revente de propriétés existantes, quand même, ont été la plus forte en 15 ans dans la région. Mais on s'attend à ce que la croissance ne soit pas aussi importante que ça l'an prochain, mais que le marché va quand même demeurer serré. Le prix de vente moyen a bondi de 12 % pour l'ensemble de la région en 2020. La hausse va se poursuivre l'an prochain, mais vraiment une cadence qui ne sera pas de cet ordre-là, on s'entend. Il faut voir aussi que pour 2 principales industries de la région qui sont quand même assez colossales et qui embauchent beaucoup de gens, la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc et tout ce qui est produits métalliques, on s'attend à une croissance pour l'année qui vient parce qu'il y a quand même un redémarrage un peu partout, mais pas une croissance, là, je dirais, un rebond spectaculaire, mais quand même une croissance somme toute. Si on regarde maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'être optimiste?
Je vous dirais, ce qui nous permet d'être optimistes, il y a plusieurs choses, mais entre autres, la région a identifié 4 projets prioritaires à la demande là, du gouvernement du Québec dans le cadre là, de la relance après la pandémie. Et ce sont des projets intéressants parce que ce sont des projets tournés vers l'avenir. Donc, si on pense là, à la zone, tout ce qui est agricole et toutes les sociétés, les entreprises qui sont greffées et qu'on attend, on est tourné vraiment vers une autre façon de penser en termes d'agriculture, de transformation des aliments, de possibilités. Donc, c'est vraiment très positif. Virage numérique également, on en a besoin et c'est important que de ce côté-là, effectivement, on aille chercher les moyens de nos ambitions. Il y a une stratégie de notoriété, d'attractivité de la Nodière parce qu'on voit bien qu'au chapitre culturel, la région a beaucoup à offrir. Du côté touristique aussi, et c'est des secteurs qui sont qui sont créateurs d'emplois et qui peuvent générer aussi des retombées intéressantes. Du côté du parc métropolitain, du domaine sénatorial de Mascouche, donc on veut accroître aussi notre capacité manufacturière. Donc, il y a, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est dans différents domaines. On n'a pas concentré tous les œufs dans le même panier et on se modernise et on sent aussi, je dirais, intéressant au point de vue aussi, non seulement du Québec, mais du Canada, en ayant des infrastructures intéressantes à tous les niveaux. Si on regarde maintenant du côté de la MRC des Moulins, en fait, c'est, je dirais, en quelque part, une espèce de clause de fidélité, compte tenu du fait que c'est la 13e édition. J'ai un acétate particulier pour la MRC. Il m'a toujours accueilli là, au cours des 13 dernières années. Donc, on voit que ce qui nous permet d'être optimistes, c'est qu'il y a des projets majeurs, des investissements soutenus dans la MRC des Moulins. On parle de près de 450 millions, sans compter le mois de décembre, en valeur des mises en chantier de logements. On parle de plus de 100 millions de mises en chantier de bâtiments dans les parcs industriels, les parcs d'affaires. Donc, 3 nouveaux bâtiments au Centroparc de Mascouche. Il y a l'annonce de l'implantation du nouveau centre de distribution de métro qui s'en vient, un investissement de 420 millions. Et en 2020, il y a plus de 80 entreprises qui ont été financées par la MRC Les Moulins grâce au programme d'aide d'urgence au PME du gouvernement du Québec. Bref, il y a une espèce d'effet, en fait, pas une espèce, il y a une effervescence importante et qu'on observait dans les dernières années et qui ne s'est pas tarie, à tout le moins, au cours de l'année 2020. Si on regarde maintenant la région et en regard de la COVID, le taux de nouveaux cas actifs de la COVID-19 sur une base journalière, on voit qu'elle diminue. C'est des moyennes là, de 7 jours. Si on regarde maintenant en termes de cas confirmés, la région, par 100 000 habitants, on parle bien de par 100 000 habitants, les 7 ans précédents étaient aussi pour 100 000 habitants, on voit que du côté de la Nodière, on est au 3e rang. Par contre, si on regarde au niveau des décès, on est au 5e rang. Dans le fond, on est en deçà de la moyenne provinciale. Donc, on a pu, je dirais au début, là, au cours de l'automne, était très, très préoccupé, mais on voit qu'il y a comme à quelque part là, un contrôle de la situation qui s'est opéré. Si on regarde maintenant plus spécifiquement du côté des entreprises, ici, j'ai en fait un acétate que je dirais, c'est pas l'humeur, mais en fait, c'est un peu la tendance. J'ai fonctionné avec les feux de circulation. Donc, je dirais qu'il y a actuellement comme 6 types d'entreprises. D'abord, celles qui sont en forte capacité de télétravail, qui, elles, n'ont pas vraiment connu de ralentissement en 2020 et on présage que ça va bien aller en 2021-2022, donc on est au vert. Tout ce qui est secteur essentiel, santé, éducation, sciences de la vie, services publics, certains entrepreneurs, j'en pense entre autres là, à tout ce qui est alimentation ou soins de santé ou produits de santé. Donc, pour ceux-là, commerce alimentaire, ça a bien été, en fait, ça a été rondement. Même chose, on attend pour 2021-2022. Si on regarde maintenant ce qui est en restructuration et en rattrapage, on pense entre autres au transport de marchandises et l'entreposage pour un bon nombre aussi, là, ceux que je n'ai pas évoqués tout à l'heure, et la fabrication, une année plutôt difficile en 2020, par contre des conditions qui devraient s'améliorer en 2021-2022. Les entreprises qui sont en rattrapage actuellement, mais avec beaucoup de vent contraire et des ajustements qui vont devoir être apportés. On pense entre autres au commerce sur rue, l'immobilier commercial, le commerce de gros, les services aux personnes, parce que, bon, on peut penser, là, tout ce qui est garage, service de voyage, ça a été une année extrêmement difficile. Les conditions devraient être
s'améliorer graduellement en 2021 et 2022, mais probablement, si j'avais pu faire des quarts, j'aurais mis un petit carré, un quart de rond là, rouge en 2021, parce que le premier trimestre sera difficile. Ce qui est au ralenti et à l'arrêt actuellement, mais pour des secteurs pour lesquels on attend un rebond après le confinement, c'est tout ce qui est hébergement, restauration, art, spectacle et loisirs, transport de personnes et services là, de proximité. Donc, une année 2020 difficile et des ajustements, pas des conditions qui seront nécessairement toujours facilitantes là, pour 2021-2022 en fonction de ce qu'on pourra faire comme vaccination. Enfin, il y a des secteurs qui sont propulsés. On le sent là, que les gouvernements veulent aller vers l'appui à ces entreprises-là, qui sont avantagées finalement dans le contexte là, post-pandémique. On peut penser à toutes les énergies propres, le transport public, l'aéronautique, les sciences de la vie, les technologies vertes. Donc, on évoquait tantôt là, la zone agricole. Donc, tout ça, bon, ça a été une année difficile, on en convient, mais par contre, il y a quand même des conditions qui seront favorables en 2021 et en 2022. Si on regarde maintenant juste seulement le cas de la restauration, parce que ça a quand même été extrêmement difficile, ce que vous voyez là, dans le fond, la ligne du haut, c'est comme si on était à 100% de la même fréquentation qu'à la même période l'an dernier. Donc, on voit qu'au mois de mars, si on regarde, c'est par province. Au Québec, c'est le gris. On voit que, dans le fond, vers la fin mars, juste avant qu'on soit confiné, il y a eu un rebond par rapport de fréquentation des restaurants avant qu'on soit confiné et c'est à peu près un peu plus que 100% par rapport à mars 2019. Baisse constante. Ensuite, mars-avril, on était au tapis. Puis on a vu qu'à partir du moment où on était déconfiné, que les gens recommençaient à vouloir retourner, malgré le fait que les capacités étaient limitées dans les restaurants et qu'à partir du moment où on est reconfiné, ça diminue passablement, mais on sait qu'à partir du moment où on sera déconfiné, ce sont des secteurs qui vont être privilégiés. Les gens sans faire un mauvais jeu de mots, vont avoir un appétit très grand pour les sorties, entre autres pour les sorties au restaurant. Si on regarde maintenant, la situation est critique dans un pourcentage important de PME, c'est-à-dire selon la vision qu'en fait là, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, communément appelée la FCEI, selon leur dernier coup de sonde. Au Canada, il y a 239 000 entreprises qui pourraient être emportées par la pandémie. Comment elles font ce calcul-là? Elles disent qu'il y en a 58 000 selon Statistique Canada qui ne sont plus actives. Puis il y en a 181 000 selon le fait que quand ils interrogent les propriétaires de PME, il y en a 1 sur 6 au Canada qui dit que nous, là, on songe sérieusement à mettre la clé sous la porte. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à 239 000. Selon ce calcul-là aussi, on aurait 2,4 millions de postes qui disparaîtraient. Si on regarde par province, on voit que la situation est assez préoccupante. En fait, peu importe, même à 10 % ça devient préoccupant aussi, là. Mais en Alberta, on parle de 22 % des PME, en Ontario, 20 % et pour le Québec, 11 %, ce qui veut dire environ 24 300 PME, soit 300 000 emplois. Par contre, la BDC, elle, fait un autre exercice. Elle dit, essayons de nous projeter dans le temps et voyons dans quelle mesure les entreprises sont plus optimistes ou moins optimistes par rapport à l'année qui s'en vient. Donc, si on regarde le solde des opinions, donc les opinions positives et négatives, si on demande quelle est votre confiance par rapport à la situation économique du Canada pour les 12 prochains mois. Dans l'ensemble du Canada, il y a un peu plus de négatifs que de positifs. Au Québec, il y a plus de positifs que de négatifs. Si on leur demande aux entrepreneurs par rapport à votre chiffre d'affaires, l'évolution attendue des 12 prochains mois par rapport aux 12 mois qui se sont écoulés. Mais au Canada, on dit oui, le chiffre d'affaires va être meilleur. En tout cas, il y a 12 % de plus qui sont positifs. Et au Québec, ce pourcentage-là est plus élevé. Si on regarde maintenant au niveau des intentions d'embauche nettes au cours des 12 prochains mois, là, on va voir la dynamique québécoise où on a une population qui vieillit un peu plus rapidement qu'au reste du Canada. Et là, on voit qu'au Canada, si on fait la différence entre ceux qui sont positifs et négatifs, on se rend compte qu'il y a la proportion de positifs, en fait, elle n'est pas là. Le biais est plus négatif au niveau de l'emploi, alors qu'au Québec, il est plus positif. Toujours selon la BDC, si on leur dit, écoutez, au niveau de la pression, sentez-vous de la pression sur votre capacité de production, si vous deviez faire face à une hausse inattendue des commandes ou de la demande ou des ventes. Au Canada, on dit 49 % disent oui, nous autres, là, il ne faudra pas en prendre plus que ça. Au Québec,
la limite est encore plus, en fait, on est encore plus nombreux à trouver que s'il fallait qu'il y ait une accélération de la cadence, ça serait difficile à suivre. Si on regarde les difficultés actuellement pour embaucher des travailleurs qualifiés, à la grandeur du Canada, il y a plus de 50% des entreprises qui disent « Oui, pour nous, là, c'est un enjeu important. » Au Québec, on parle des 2/3 des entreprises qui font face à ce problème-là. Donc, on parle de travailleurs qualifiés. Si on regarde au niveau des perspectives d'investissement, donc que ce soit des actifs corporels ou incorporels, de la machinerie ou encore des logiciels ou peu importe, donc, on se rend compte que la moyenne, en fait, au Canada, si on fait le bilan des positifs et des négatifs, il y a plus de négatifs, c'est moins 1 ou moins 2%. Et du côté positif du Québec, c'est positif, mais pas énormément. Là. On n'est pas à 10 ou 15%. Je crois qu'on est aux alentours de 3 ou 4%. Si on regarde maintenant du côté de l'emploi, parce qu'on l'a vu, là, on a un enjeu important à ce titre-là. Si on regarde ce qu'en dit Randstad, qui est une firme de recrutement, elle dit que la compétition va être vive pour recruter et que les compétences les plus en demande pour l'année qui vient, là où on va se battre davantage pour recruter des candidats, ça va être les personnes qui ont des compétences en commerce électronique, l'informatique, la sécurité et les soins de santé. Les rôles les plus en croissance, on peut penser à des représentants de services à la clientèle, des chauffeurs. On sait que dans le camionnage, il y a déjà des pénuries de chauffeurs qui datent de plus d'une dizaine d'années. Les travailleurs dans les secteurs essentiels, bon, on peut penser là, à les épiceries, pharmacies, etc. Des analystes et des architectes de sécurité de données, de personnes, de matériel. Donc, on est vraiment, et aussi, je dirais, de santé dans les établissements de santé, mais ailleurs aussi, parce que ça va demeurer finalement une crainte qu'on va avoir, parce qu'on ne sait pas non plus à quelle vitesse ça va évoluer, la vaccination. Donc, on a besoin aussi de davantage de spécialistes en technologie de l'informatique, des travailleurs d'entrepôt, des préposés à l'entretien ménager qui deviennent des personnes qu'on valorise de plus en plus et pour cause, et des infirmières diplômées. Maintenant, si on essayait de faire un tour d'horizon de tout ce qui a été dit. Donc, le contexte général pour 2021, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a une différence importante entre le Canada et les États-Unis pour le début de cette année. Donc, ce que vous avez là, les bâtonnets, dans le fond, c'est les trimestres. Le premier bâtonnet qui est complètement à côté de l'axe, c'est le dernier trimestre, en fait, c'est le dernier trimestre de 2020. Et ensuite, le deuxième bâtonnet, c'est le premier trimestre de 2021. Ce qu'on constate, c'est qu'aux États-Unis, pour le premier trimestre, eux, ils vont avoir une légère croissance qui va être suivie par une remontée graduelle et une accalmie un peu, mais on s'entend qu'à 4,8 %, c'est quand même pas rien à la fin de l'année. Au Canada, compte tenu du fait que les mesures sanitaires et les consignes sont beaucoup plus sévères, on va voir une diminution de l'économie au premier trimestre. Et ça, c'est ce qu'on va observer au Québec également. Donc, une diminution au premier trimestre et ensuite un rebond important au cours du deuxième trimestre et, bon, troisième trimestre, quatrième trimestre. Mais il reste qu'il y a une dynamique qui est légèrement différente là, entre les deux économies. Si on regarde maintenant du côté de la campagne de vaccination, le degré d'avancement de la campagne, il n'est pas uniforme. On s'en rend bien compte. Ici, les échelles sont le nombre de doses par 1000 personnes. Et on voit que le Canada, et ça, c'était la semaine dernière, on était au 10e rang et j'entendais hier soir qu'on était déjà rendu au 17e rang. Donc, par rapport à l'ensemble des pays pour lesquels là, on a des doses administrées par 1000 personnes. C'est sûr qu'on n'améliorera pas notre performance cette semaine quand on sait qu'il n'y aura pas d'approvisionnement cette semaine-ci. Si on regarde maintenant à travers le Canada, on voit que le Québec, en tout cas tout le moins la semaine dernière, on était au 4e rang des provinces en ce qui a trait au nombre de doses par 1000 personnes. Donc, ça avance, mais plus ça va avancer rapidement, plus on va être capable de déconfiner et de se donner un contexte économique et sanitaire plus propice à la reprise des affaires. Si on regarde maintenant le commerce international, ce dont on se rend compte, c'est que, puis on l'a vu, là, puis vous l'avez entendu au cours des derniers jours, M. Trump n'est plus là, M. Biden est arrivé. On sait qu'habituellement, sous les administrations démocrates, on a moins de tendance au libre-échange. Donc, ça ne veut pas dire que soudainement, tout va se libéraliser. Et il y a une tendance de fond qui est très importante, qui est du protectionnisme. Ici, vous voyez les bâtonnets qui sont là. Ce sont en fait un relevé des mesures qui ont été prises à travers le monde pour voir est-ce qu'il y a plus de mesures qui visent un accroissement du commerce ou une restriction du commerce. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au fil du temps, et surtout les dernières années,
le nombre de mesures contraignantes qui mettent des tarifs, etc. Vous savez, le génie humain là-dedans n'a pas de fin. Est plus élevé que les mesures facilitantes, malgré le fait qu'au cours des dernières années, on a eu quand même le partenariat transpacifique. On a aussi, du côté canadien, fait une entente avec l'Europe. On a aussi, à quelque part, renouvelé aussi l'ALENA. Donc, à travers tout ça, il reste qu'il y a un contexte qui est encore protectionniste et on a vu que l'administration Biden a signé là, le Buy American Act qui va faire en sorte qu'on ait un contenu plus important américain. Il va y avoir quelqu'un à la Maison-Blanche pour surveiller comment que les règles soient appliquées. Bref, et on veut revoir l'ensemble des exceptions qui étaient données à certains pays. Ce que le Canada va faire dans ce contexte-là, il va tenter de faire valoir à quel point nos deux économies sont imbriquées et nos systèmes sont imbriqués et qu'on n'a pas avantage finalement à jouer cette carte-là aussi fortement qu'avec les autres économies. Et c'est ce qu'on avait fait valoir en 2008 et en 2009 et cette négociation-là avait fonctionné. Donc, oui, encore du protectionnisme, mais peut-être moins de réactions, je dirais, intempestives ou de surprise à ce chapitre-là. Est-ce que tout va aller comme sur des roulettes? Pas nécessairement. Il y a quand même plusieurs freins possibles à la croissance. On pense au fort taux d'endettement des différents gouvernements à travers la planète. La faiblesse actuelle des investissements des entreprises, parce que ce n'est pas partout où la croissance a été observée au niveau des entreprises à travers le Québec, le Canada, et même aux États-Unis. Donc, ça limite quand même la croissance potentielle de l'économie. Il faut se demander aussi, notamment pour les travailleurs ici au Québec et au Canada, dans quelle mesure les nouvelles cohortes de travailleurs vont être bien formées? Est-ce que le travail à distance, l'étude à distance aura fait le travail qu'on attendait, le travail de formation? L'immigration a connu un coup de frein compte tenu du fait que les frontières ont été fermées. Donc, ça va faire en sorte qu'on a quand même une rareté de main-d'œuvre qui sera encore plus importante. Il faut voir que si les gens ont assaini leurs finances aussi, leur taux d'endettement demeure, somme toute, quand même relativement élevé. Puis, il va y avoir des changements structurels auxquels on va devoir s'adapter et qui vont présenter certaines contraintes. Il faut voir, le télétravail, oui, dans quelle mesure il en demeure, dans quelle proportion. Les normes sanitaires aussi, et à mon sens, il n'est pas évident qu'on va revenir aux normes d'avant. Ce sera à voir dans quelle mesure on va avoir appris aussi en cette matière-là. Enfin, on peut se poser la question, du côté de l'économie, on a parlé de reprise en L, en V, en U, en W, et là, on parle d'une fameuse reprise en K. En K, en fait, parce qu'il y a comme deux types d'entreprises et même de ménages qui sont touchés par la pandémie. D'une part, et la reprise se fait différemment pour eux, donc, ça veut illustrer les disparités qu'on rencontre. Il y a une partie de la population et des entreprises qui ne souffrent pas de la pandémie. Donc, c'est la barre du K qui s'en va vers le haut, qui, même à certains égards, s'est enrichie. La partie du bas du K, c'est les entreprises et la population, une partie de la population qui s'est appauvrie et qui a éprouvé des difficultés et qui va avoir de la difficulté à se relever de cette pandémie-là. Donc, il y a vraiment là, des conditions qui ne sont pas uniformes pour tous et c'est encore plus criant cette fois-ci qu'à bien d'autres égards dans des récessions passées. Enfin, si on voulait résumer, essayer de voir, donc à travers le monde, ce à quoi on s'attend à ce que pour 2021, on ait un relèvement de l'économie mondiale, ce qui veut dire aussi un relèvement du prix des matières premières. Ça va se faire graduellement, mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les banques centrales n'ont pas avantage à freiner l'élan qui va se reprendre pour éviter d'étouffer l'économie et de se retrouver avec une rechute ou à tout le moins avec une reprise qu'on pourrait qualifier en L, où il n'y a pas vraiment, là, on ne prend pas le dessus. Donc, il va y avoir quand même des conditions là, facilitantes en termes là, de taux directeurs à ce chapitre-là. Alors, voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Alors donc, merci Mme Noro pour cette présentation très détaillée. Évidemment, c'est l'heure de passer à la période de questions. Ça va être court, la période de questions, parce que je vous avais dit que je vous libérerais pour 9h15. Alors, on va y aller avec une question. On en a eu quelques-unes. Soyez rassurés, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer des courriels
à la Chambre directement. On va acheminer ces questions-là à Mme Noreau et son équipe vont pouvoir vous répondre via courriel et vous retourner l'information vu le temps qui nous presse ce matin. Néanmoins, je vais juste revenir à mes questions. J'avais une question qui m'avait été posée, qui nous a été posée par M. Peter Quinn, qui disait, Mme Noreau, j'aimerais que vous nous parliez davantage de la précision des taux d'intérêt et l'évolution des taux obligataires hypothécaires dans la prochaine année. Selon vous, est-ce qu'il va y avoir une variante à ce niveau-là? En fait, comme tel, je vous dirais, on peut avoir toute l'information dans les dernières prévisions économiques et financières à cet effet-là. Je dirais qu'on les a publiées là, en début de semaine. En fait, au début de semaine, non, à la fin de la semaine dernière, pardon. Et on a tout le détail à ce chapitre-là. Donc, je vous inviterais à aller les consulter du côté du secteur des scénarios financiers. Sinon, écoutez, je reprendrai contact avec vous, mais on pourrait s'étendre longtemps là-dessus, puis c'est très, comment dire, très technique. Alors, on pourrait avoir l'information beaucoup plus détaillée à l'intérieur du document. C'est sur le site de Desjardins, desjardinséconomie.com. Super. Écoutez, je tiens à vous remercier infiniment, Mme Noreau. Le temps nous presse, mais je pense que la majorité du temps qu'on voulait investir, c'était avec vous, avec votre présentation. Je vous rappelle que la présentation, elle est enregistrée actuellement, donc on va être en mesure de la rediffuser. Vous allez recevoir d'ailleurs un sondage à cet effet-là. Donc, je vous invite à compléter le sondage et vous allez recevoir en primeur l'entièreté de la conférence d'aujourd'hui. Je tiens à vous dire encore une fois un grand merci, Mme Noreau, pour cette conférence qui a été, je le répète, fort intéressante, comme à chaque année d'ailleurs, depuis les 13 dernières années. Le défi était de taille, on en est bien conscient. Vous nous avez présenté des résultats d'analyse qui ont été très concluants. Alors, bravo encore une fois pour cette excellente présentation, Mme Noreau. Au nom de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins et les chambres de commerce de Lanaudière, je remercie encore une fois notre partenaire Desjardins Entreprises. Et je ne le fais pas habituellement, mais je vais le faire aujourd'hui. Je tiens particulièrement à souhaiter une journée extraordinaire à notre directeur de Desjardins Entreprises Lanaudière parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, Jean-Philippe Gingras, alors Jean-Philippe, bonne fête, mon ami. Alors, merci également à la MRC Les Moulins et son service de développement économique, premier instigateur de cette conférence, on vous le rappelle. Je prends également de remercier nos partenaires annuels qui nous apportent un soutien financier indispensable pour assurer la pérennité de notre chambre de commerce. On a parfois tendance à l'oublier, mais les chambres de commerce, c'est des organismes à but non lucratif qui doivent s'entourer de partenaires soucieux du développement économique régional. Plusieurs partenaires des autres chambres de commerce de Lanaudière se retrouvent en ligne avec nous ce matin et je tenais à vous saluer, à vous dire un grand merci pour votre solidarité envers toutes nos chambres de commerce. Sans vous, on n'y arriverait pas, surtout en temps de pandémie comme on vit là actuellement. Merci également à ma précieuse équipe et merci à vous d'avoir été présents avec nous ce matin. Je termine et j'en profite pour vous inviter à des événements intéressants, fort utiles, comme celui d'aujourd'hui. Je vous dirais que le 8, le 9 et le 10 février prochain se tiendra le grand congrès des commerces de proximité. C'est la SADC Achigan-Montcalm qui a mis sur pied cet événement pour aider à la relance économique de notre région. En vous inscrivant via votre chambre de commerce, vous pourrez bénéficier d'une réduction importante sur l'accès illimité de 3 jours. Et le 24 mars prochain, Investissement Québec, un levier stratégique pour le développement économique au Québec, on aura le plaisir de recevoir le président Guy Leblanc. C'est un événement, cette fois-ci, qui va être propulsé par la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption, en collaboration avec les chambres de commerce de Lanaudière, comme on le fait aujourd'hui. Alors, on s'échange ça, puis on fait des événements comme ça qu'on met sur pied pour vous intéresser, évidemment, puis vous renseigner le plus possible. Et puis, finalement, écoutez, c'est tout frais, c'est tout chaud. On vient tout juste d'apprendre la confirmation de la visite du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, qui va être avec nous ici à la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins le 22 février prochain. D'ailleurs, il y a plus de détails qui vont suivre, qui vont vous être acheminés dans les prochains jours, mais je peux déjà vous dire que les inscriptions sont en ligne. Alors, si jamais ça vous tente de vous inscrire, c'est gratuit pour l'événement. Alors, je vous invite à vous inscrire dès maintenant et de réserver la date du 22 février à votre agenda. Plus que jamais, nous avons besoin de vous. Merci d'avoir assisté à cette activité en si grand nombre. Je vous rappelle que vous êtes plus de 420 personnes ce matin en ligne avec nous. Alors, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux
et à lire nos infolettes pour rester à l'affût de nos prochaines activités et projets. Soyons solidaires, prenons soin de nous. La santé, c'est primordial, on ne se le dira jamais assez. Et éventuellement, on aura la chance de tous se revoir en présentiel. Bonne journée à tous et merci d'avoir été là.